Identité, de l'être incarné aux avatars numériques, continuité, fracture et métamorphose du moi. L'identité n'est ni une étiquette administrative ni une pure construction discursive flottant hors sol. Elle est le point de jonction entre un corps situé, une conscience narrative, des appartenances sociales et des dispositifs de reconnaissance institutionnelle. Elle articule ce que l'on est, ce que l'on devient, ce que l'on revendique et ce que les autres nous assignent. Elle est à la fois structure et processus, stabilité et variation, ancrage et projection. Et si elle a toujours été plurielle, elle est aujourd'hui travaillée par une mutation décisive. La virtualisation croissante des interactions et la prolifération des identités numériques. Cette mutation n'est pas neutre. Elle s'inscrit dans un environnement informationnel saturé où les dispositifs médiatiques, algorithmiques et narratifs deviennent des acteurs directs de la formation, de la fragmentation ou de la manipulation des identités. L'identité contemporaine est ainsi exposée à des dynamiques d'ingénierie comportementale, où les représentations de soi peuvent être orientées, amplifiées ou altérées dans des logiques de pouvoir. Sur le plan ontologique, l'identité renvoie d'abord à la question de l'être. La tradition philosophique distingue l'identité comme mêmeté, permanence de traits reconnaissables, et l'identité comme ipséité, capacité d'un sujet à se maintenir comme auteur de ses actes et de sa parole à travers le changement. Cette distinction est essentielle. Elle permet de comprendre qu'un individu peut se transformer profondément sans cesser d'être lui-même. L'identité ontologique n'est pas la fixité d'un caractère. Elle est la continuité d'une présence incarnée, située, capable de dire « je » dans le temps. Elle implique également une dimension anthropologique universelle. Au-delà des appartenances culturelles ou nationales, il existe une identité humaine minimale fondée sur la faculté symbolique, la conscience réflexive et l'intelligence, non comme simple quotient mesurable, mais comme capacité à se représenter soi-même, à dialoguer, à élaborer du sens. Cette dimension fonde la possibilité du dialogue interculturel. Si les cultures diffèrent, l'intelligence partagée rend la traduction, la compréhension et la reconnaissance mutuelle possible. Le langage joue ici un rôle décisif. Il ne se contente pas d'exprimer l'identité, il la configure. Les concepts dont dispose une culture déterminent les catégories par lesquelles le sujet se pense lui-même. Identité et langage entretiennent un rapport constitutif, car nommer, c'est instituer une forme d'être. Or, dans les sociétés médiatisées, les catégories linguistiques peuvent devenir des instruments de cadrage stratégique. Modifier les mots, c'est modifier les frontières du pensable, et donc agir indirectement sur l'architecture identitaire collective. Mais ce « je » n'est jamais simple. Rimbaud l'avait formulé avec une fulgurance anthropologique, « je est un autre ». Cette formule, loin d'être une provocation littéraire, anticipe une vérité psychologique profonde. Le sujet ne coïncide jamais totalement avec lui-même. Le moi est traversé par des altérités internes, souvenirs, identification, voix intériorisée, conflits, qui rendent l'identité dynamique. René Girard éclaire cette altérité par sa théorie du désir mimétique. Nous désirons selon le désir de l'autre, et l'identité se structure dans un réseau d'imitation, de rivalité et de médiation symbolique. Le sujet n'est pas une source pure. Il est façonné par des modèles, par des figures de référence, par des médiateurs qui orientent ses aspirations. L'identité est donc aussi relation mimétique. Elle se construit dans l'interaction et peut se trouver menacée lorsque la rivalité supplante la reconnaissance. À l'ère des réseaux sociaux et de la surmédiatisation permanente, cette dynamique mimétique est démultipliée et parfois instrumentalisée. Les flux d'images, d'influenceurs, de récits normatifs peuvent produire des phénomènes d'alignement collectif, voire de contagion émotionnelle, ouvrant la voie à des formes de guerre cognitive où la perception de soi et du groupe devient un terrain stratégique. La psychologie du développement a montré que le moi ne surgit pas d'un bloc. Il se construit par étapes, depuis les premiers stades de différenciation entre soi et l'environnement jusqu'à l'élaboration d'une identité narrative cohérente à l'adolescence et à l'âge adulte. L'enfant passe par des phases de miroir, d'identification, de séparation-individuation. Il intériorise des figures d'attachement. Il apprend progressivement à se reconnaître comme sujet distinct tout en étant façonné par le regard d'autrui. On peut ici évoquer la théorie du stade du miroir formulée par Jacques Lacan. L'enfant se reconnaît dans son image spéculaire et construit une première unité imaginaire de soi à travers cette identification médiatisée par le regard de l'autre. Le moi est ainsi co-construit, il émerge dans l'interaction. Ce processus, dans les sociétés contemporaines, est désormais exposé à des regards démultipliés, parfois anonymes, parfois hostiles, parfois stratégiquement orientés. L'environnement médiatique devient un espace de validation, de pression ou de disqualification identitaire, où se jouent des batailles symboliques susceptibles d'influencer les comportements, les appartenances et les représentations collectives. Cette co-construction signifie que personnalité et identité ne se superposent pas exactement. Cette co-construction signifie que personnalité et identité ne se superposent pas exactement.
La personnalité désigne une organisation relativement stable de traits, de dispositions émotionnelles et comportementales. L'identité inclut cette structure mais la dépasse, en intégrant la dimension narrative, symbolique et sociale. Le moi se développe à travers des étapes, dépendance primaire, affirmation, différenciation, intégration, et l'identité résulte de l'articulation de ces strates avec les appartenances culturelles et les reconnaissances institutionnelles. Dire « je » suppose toujours une relation implicite à l'autre, au regard parental, au groupe de pairs, à la société, et désormais aux interfaces numériques. Cette dimension relationnelle ouvre nécessairement à l'altérité culturelle. L'identité ne se renforce pas par fermeture, mais par confrontation dialogique, par reconnaissance mutuelle dans un espace de pluralité. Le dialogue interculturel n'est pas une option morale. Il est une condition anthropologique de maturation identitaire dans des sociétés complexes. Mais cet espace de pluralité peut aussi devenir un espace de conflictualité géopolitique, où les identités nationales, religieuses ou civilisationnelles sont mobilisées, instrumentalisées ou opposées dans des stratégies d'influence. La phénoménologie a insisté sur le rôle du corps propre. Le corps n'est pas un objet que l'on possède, il est la condition même de l'expérience. L'identité s'enracine dans cette corporéité vécue, dans la chair comme lieu d'inscription du monde. Le corps n'est pas un simple support biologique. Il est médiation perceptive, mémoire sensorielle, posture dans l'espace social. L'identité ontologique suppose donc une dimension incarnée. Être, c'est être quelque part, avec un corps, dans un monde partagé. Cette dimension anthropologique fonde la reconnaissance. Nous reconnaissons autrui comme semblable parce qu'il est un corps parlant, vulnérable, exposé, et parce qu'il participe d'une même faculté d'intelligibilité du monde. Or, certaines stratégies contemporaines cherchent précisément à dissocier l'identité de son ancrage incarné, à la réduire à des signes manipulables, à des symboles détachables, à des constructions narratives susceptibles d'être reconfigurées dans des luttes d'influence. Cependant, l'identité ne se réduit pas à cette base corporelle. Elle est également un produit de socialisation, langue maternelle, normes intériorisées, habitus, récits collectifs. Elle se construit par des interactions répétées, par des catégorisations, par des institutions qui nomment et classent. Elle est à la fois intériorisée et performée. Ce caractère relationnel signifie qu'il n'existe pas d'identité purement privée. Toute identité est coproduite par autrui. Le moi psychologique se forme dans un tissu de signification partagée. Il est toujours, en un sens, dialogique. Et cette dialogicité constitue le socle des échanges interculturels, où l'intelligence humaine sert de médiateur entre systèmes symboliques différents. Les concepts disponibles dans une langue déterminent les frontières de l'expérience disciple. Ainsi, l'identité se cristallise autour de catégories héritées, mais peut aussi se transformer lorsque le vocabulaire évolue. Dans les contextes de guerre informationnelle, cette évolution peut être accélérée, orientée, voire orchestrée. Modifier les cadres narratifs d'une société, c'est agir sur sa manière de se définir elle-même. L'ère numérique introduit une complexification radicale de ce schéma. L'identité numérique n'est pas simplement la transposition en ligne de l'identité civile. Elle est un agrégat de traces, de données, d'avatars, de profils, d'algorithmes de recommandation. Elle est constituée par des identifiants, des métadonnées, des historiques, des biométries, des interactions archivées. Elle peut être fragmentée, démultipliée, pseudonymisée, scénarisée. Là où l'identité incarnée s'inscrit dans une continuité corporelle, l'identité numérique peut être multipliée à volonté. Un individu peut habiter plusieurs profils, endosser plusieurs masques, expérimenter plusieurs récits simultanément. Cette architecture ouvre un champ stratégique inédit, celui de la manipulation des représentations, du ciblage comportemental, de l'influence algorithmique et de la modulation des perceptions collectives. Cette plasticité prolonge en un sens l'intuition rimbaldienne. Le « je » devient effectivement pluriel, démultiplié par les interfaces. Mais cette pluralité n'est pas nécessairement pathologique. Elle peut être exploration, créativité, expérimentation identitaire. Le risque apparaît lorsque la cohérence narrative se dissout, lorsque l'écart entre l'identité vécue et l'identité projetée devient abyssal. La dissociation numérique n'est pas une schizophrénie clinique. Elle peut toutefois fragiliser la continuité du moi si les différentes couches identitaires ne communiquent plus entre elles. Elle peut également être exploitée dans des stratégies de fragmentation sociale, où l'identité devient le terrain d'une polarisation entretenue. La traçabilité algorithmique ajoute une tension supplémentaire. Les plateformes tendent à figer l'identité numérique en profil prédictif. L'individu devient une constellation de corrélations statistiques. Ce qui était plasticité devient catégorisation. L'identité, au lieu d'être processus, risque de se voir assignée par des systèmes automatiques qui la réduisent à des préférences calculées. La reconnaissance sociale passe alors par des métriques, likes, abonnements, visibilité.
La manipulation de l'information, la fabrication de faux, la désinformation à grande échelle, transforment l'espace public en terrain instable où la vérité devient un objet de combat plutôt qu'un socle de discussion. Cette barbarie-là ne détruit pas seulement des corps. Elle peut détruire la confiance, condition de toute vie collective, et donc préparer des effondrements politiques sans tirer un coup de feu. C'est ici que la guerre cognitive, la guerre informationnelle et la conflictualité géopolitique rencontrent la barbarie. Lorsqu'un adversaire comprend qu'il peut fracturer une société en attaquant ses représentations, en exciter les pulsions tribales, en réduire la complexité à des affects primaires, il active un levier archaïque avec des moyens hypermodernes. La barbarie n'est plus alors le contraire de la technologie, elle devient sa possibilité sombre. Les mêmes systèmes qui augmentent les capacités humaines peuvent industrialiser la déshumanisation. Segmentation des publics, ciblage émotionnel, bulles de croyance, radicalisation mimétique, désignation de boucs émissaires. La barbarie numérique est une barbarie de la médiation. Elle détourne les canaux de lien pour en faire des canaux de rupture. Le transhumanisme et les imaginaires post-humains obligent enfin à poser une question ontologique. La barbarie est-elle transposable dans un monde d'augmentation, d'avatar, de contournement de la finitude ? La tentation naïve serait de croire que l'amélioration technique purifiera l'humain. Mais l'histoire conceptuelle indique l'inverse. La barbarie se déplace avec les régimes de puissance. Plus l'humain augmente ses moyens, plus la question éthique devient pressante, parce que la capacité de nuire augmente avec la capacité d'agir. La barbarie future pourrait ne pas ressembler aux massacres anciens. Elle pourrait être une barbarie de contrôle total, de tri algorithmique, d'exclusion biopolitique, de hiérarchisation des vies selon l'utilité, la performance, la conformité. Elle pourrait être douce dans la forme et radicale dans les faits, une déshumanisation sans sang visible, mais avec des existences rendues superflues. Nietzsche ajoute ici une torsion décisive. La barbarie n'est pas seulement l'effondrement des formes, elle peut être le produit d'un excès de domestication. Là où l'on croit voir uniquement une régression, Nietzsche invite à regarder l'envers. Une civilisation peut fabriquer de la barbarie précisément en comprimant trop longtemps les forces vitales, en forçant l'instinct à se retourner contre lui-même, en transformant l'énergie en ressentiment. Quand la culture devient dressage, quand la morale se durcit en police intérieure, la violence ne disparaît pas. Elle change de lieu, elle s'intériorise, puis elle cherche des issues. La barbarie peut alors surgir comme retour de ce qui a été refoulé, ou comme explosion froide du nihilisme. Quand les valeurs s'épuisent, quand la vie est vécue sous le régime de la fatigue morale, le mal peut devenir gratuit, ou pire, administrable. Nietzsche n'oppose pas naïvement civilisation et barbarie. Il montre qu'une civilisation peut être un laboratoire de cruauté sophistiquée, que l'ascétisme peut produire une haine du vivant, et que la perte des finalités peut rendre la destruction désirable. À ce niveau, la barbarie devient une pathologie des valeurs, non seulement violence, mais effondrement du sens, basculement du vouloir vers la négation. Texte pondu par Prof de Fleu, pour vous servir au mieux.